Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour, puisque ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Chassons la pauvreté. Comment chasser la pauvreté? Plusieurs façons, n'est-ce pas? Par exemple, faire en sorte que les populations soient robustes, soient en bonne santé. C'est une façon de chasser la pauvreté. Et aujourd'hui, nous avons comme invité un acteur de développement, un agrégé de l'enseignement supérieur et universitaire en médecine. Il s'appelle Dr Soulou. Ce n'est pas la première fois que je le reçois. C'est un ami. Dr Soulou, bonsoir. Bonsoir, M. Kibambi. Docteur, on peut dire, après avoir défendu votre thèse, que vous avez bouclé la boucle, parce que je connais votre histoire. Vous étiez enseignant à l'école primaire ou secondaire? Primaire. Oui. Et aujourd'hui, en cinquième. Et aujourd'hui, vous avez bouclé la boucle. Je passe. Ok. Et puis, quand je vous ai revu il y a 26 ans, docteur, je vous l'ai déjà dit, j'ai pleuré puisqu'à l'époque, c'est le sida qui était... je vous ai vu tout noir. Je me suis dit, voilà encore une victime du sida. Alors que ce n'était pas ça. Vous aviez la leucémie. Vous avez écrit un livre, La seconde vie. Ma seconde vie. Le cancer avec un autre regard. Le cancer avec un autre regard. Quand je vous ai interviewé, à l'époque, j'étais à TKM, quand je descendais du studio, les dames pleuraient, me posaient des questions, mais à ta journaliste Bayango, vous avez posé ma question, Boyenamutu, vraiment. Docteur, combien d'enfants sont nés grâce à votre science? Non, il faut élever les gens qui connaissent. Et aujourd'hui, donc, voilà, Université de Kinshasa, faculté de médecine, département de gynécologie obstétrique, le cancer du sein invasif chez la femme congolaise à Kinshasa à l'ère des thérapies moléculaires ciblées. Tout ce parcours-là, docteur, c'est pour vous mettre au service de la population, pour que la population comprenne ce mal qui vous a rongé jusqu'au désespoir. N'est-ce pas, docteur? Monsieur Kibambi, merci pour cette histoire d'il y a plus de 25 ans. Mais il faut, je ne peux pas dire il faut, mais pour moi, c'est une exigence pour moi. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut saisir chaque minute. Il faut saisir chaque semaine, chaque mois et chaque année. Et continuer à aller jusqu'au bout. En laissant des traces. En étant utile à l'autre. En étant utile à son quartier. En étant utile à son pays. En étant utile à cette peau-là. Donc, en étant utile à l'humanité. C'est tout. Oui, on a été enseignant, on a eu un parcours. Avec oui. Un grand hôtel. Oui. Avec un grand centre médical. Oui, on a fait tout ça. Mais on respire encore. Il faut continuer. À servir. Oui. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça. Oui, il faut servir. Parce que les gens se posent la question, mais avec tout ça, il va encore perdre 5 ans de recherche, une bibliographie, mais d'une richesse inouïe. Je suis en fait professeur d'université aujourd'hui. En fait, quand vous avez 70 ans, 80 ans les plus vigoureux, il vous reste quoi?
quand vous avez une expérience, quand vous avez des forces, quand vous avez de l'énergie, est-ce que ce n'est pas la preuve quand vous avez cet âge-là? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, mes chers enfants, regardez, ne faites plus les mêmes fautes. Voilà comment il faut faire. Est-ce que ce n'est pas le moment de transmettre à la communauté, à la science? À mon avis, oui. Pour moi, oui. C'est bien sûr que des gens se sont interrogés. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas si c'est vieux ou vieillard ou tout simplement, disons, hommagé. Pourquoi ça? Mais écoutez-moi bien, il y a bien des personnes qui abandonnent. Il y a des personnes qui sont décédées à 10 ans, qui sont décédées à 2 ans, même prématurées. Donc nous ne pouvons pas dire que parce que j'ai tel âge, parce qu'on pouvait déjà mourir aussi avant. Ben oui, surtout vous, il y a 26 ans. Oui. Et moi, je serais mort il y a 26 ans de mon cancer de sang, que je n'ai plus, parce que les autres se sont battus pour moi. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont fait des recherches. Et moi, c'est une obligation. Je ne pouvais pas sortir de ce cancer-là en disant, voilà, moi je m'en suis sorti, tant pis pour les autres. Ah, voilà. Donc j'aurais pu me dire, hein, ah oui, mais c'est pour les autres, pas moi. Hein, c'est fini pour moi. Que les autres, non. Donc nous avions encore plus de responsabilités. Nous devenions des ambassadeurs des malades avec cancer. Nous nous sommes sentis comme ça. Concernés. Et vous êtes parti jusqu'à la molécule pour étudier ce mal qui continue à répandre la terreur. Mais tout à fait. Tout à fait. Il faut donc se rendre compte que le cancer du sein, sujet de ma thèse soutenue à l'UNIKIN, c'est que le cancer du sein n'est pas un seul cancer. C'est plusieurs maladies différentes, mais qui se situent au niveau du sein. Et pour distinguer ces différentes maladies qui constituent le cancer du sein, il faut aller dans l'ADN, il faut voir là-dedans, dans la molécule. Il ne faut pas être copain voyant, oh oui, j'ai vu que. Non. Il faut chercher là-dedans le processus, il faut chercher ce qui est, disons, ce qui est à la base de ça. C'est vrai que... Et vous l'avez trouvé, c'est quoi? Enfin, c'est différent, c'est sous-groupe. Vous avez un autre regard maintenant. On a un autre regard et les médecins, d'accord, sauront et savent que je ne peux pas donner tel médicament pour tel sous-groupe. Parce que si vous vous trompez, si vous prenez le cancer du sein uniquement parce que c'est une maladie qui se trouve au niveau du sein et que vous donnez un traitement, chimiothérapie ou je ne sais pas quoi, mais vous pouvez accompagner, vous pouvez même accélérer en fait en vous disant je fais bien alors que vous êtes en train de faire mal. Et vous allez voir que vous allez précipiter la mort, le décès de votre patient. Donc on est allé regarder là-dedans. Bien sûr que ça c'est pour les confrères médecins, parce que même si j'expliquais les formules, etc., c'est en fait, d'ailleurs, ça c'est important. On se connaît, je ne vous laisserai même pas aller jusque-là. Voilà. Donc, si vous avez étudié le cancer, le cancer du sein, c'est parce que vous avez observé votre société, vous vous êtes rendu compte que c'était le mal par excellence chez la femme, le premier en tout cas. Oui. Ça a été plusieurs études, la thèse a été faite sur plusieurs études. Nous en avons, en fait, pour cette thèse, nous avons compilé 6 études qui ont été défendues. D'abord en commençant par dire, chez la femme, mais quel est le cancer le plus courant? Le plus courant, c'est lequel? Voilà. Parce que, bon, nous sommes un pays avec des moyens limités, mais ce n'est pas simplement ça. Mais scientifiquement, quel est le cancer qui est le plus prépondérant, le plus courant?
Et c'est en fait presque la moitié. Quand vous prenez les cancers chez la femme, vous avez 45,5%. Donc vous êtes presque proche de 50%. Presque une femme sur deux, quand elle a un cancer, aujourd'hui c'est un cancer du sein, suivi par le cancer du col, presque dans un tiers, donc 27%, un peu moins que, disons un peu 25%, 27%. Tout ça, ce sont des chiffres, docteur. Oui. Donc les deux, oui, ce sont les deux grands les deux. Oui. Alors, comment s'en sortir? Oui, c'est ce que les gens attendent. Oui. Ou d'abord, quels sont, j'allais dire, des agents causaux? Quels sont, comment on appelle ça encore? Les causes, oui. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, voilà. Mais en fait, tous ces facteurs de risque là-bas vont finir au niveau des gènes, à l'intérieur là, parce que vous avez la cellule, je ne veux pas le noyau, bon, et là il y a l'ADN, vous avez entendu parler plusieurs fois. Donc tout ce qu'il y a comme facteur. Le cancer en fait c'est une maladie multifactorielle. Donc on ne peut pas dire que uniquement pour ça, alors c'est ça. Mais tout ça vont entraîner des lésions, des troubles, d'accord, au niveau de notre constituant principal, qui mémorise tout, qui est à la base de tout le fonctionnement de l'organisme, que nous disons l'ADN. Et là-dedans, ça va causer des lésions, je venais de le dire, c'est des facteurs, il y a des facteurs. Plusieurs facteurs de risque, c'est plusieurs facteurs. Mais chez nous, nous avons voulu savoir, mais quels sont les facteurs que nous avons trouvés majoritaires, qui contribuent à l'éclosion, à cette apparition du cancer. Quels sont ces facteurs? Alors, il faut rechercher chez la femme, quand vous la recevez, ou au moins que nos familles, nous tous, que la population, que les femmes le sachent. C'est que quand vous avez un proche dans la famille, vous-même, votre mère, votre fille, oui, tout ça, tante, grande, tout ça, faut, si vous avez des antécédents en famille comme ça, une histoire comme ça de cancer dans la famille, cela vous expose déjà par rapport à, dans les familles où il n'y a pas, ça vous expose déjà de 2,5, 2 fois plus que d'autres personnes. Ça, donc, quand vous savez ça, il faut aller voir le médecin le plus souvent pour que déjà 20, 25 ans, 30 ans, que chaque fois, oui, l'autopalpation, comme on dit, oui, ça sert. Mais déjà le palpé du médecin, l'examen du médecin, a plus de valeur que l'autopalpation et d'autres équipements, d'autres examens à faire avec des équipements. Mais déjà juste l'examen du médecin. Donc il faut commencer tôt. La deuxième chose, c'est en fait, est-ce que vos règles, ce que nous appelons nous les ménages, ou les premières règles, est-ce que ces premières règles-là ne sont-elles pas apparues avant 12 ans? Donc, si ces règles là-bas sont apparues avant 12 ans, il y a encore un facteur de risque, etc., de 2,3%. Donc, pas pour cent, fois. Donc, ça vous expose par rapport à l'autre personne de 2 fois, de 3, alors, normalement... etc. Et maintenant, le plus important de ce qui m'a mis, je dois le dire, c'est le trouble de poids. Quand vous commencez à prendre du poids, du volume, d'accord? Nous, médecins, nous disons... L'indice de la masse corporelle. L'indice de masse corporelle. Dès qu'elle commence à quitter ce qui est la norme, et surtout l'obésité, quand vous devenez obèse, attention, vous pouvez ne pas avoir tout ce que j'ai dit là-bas, mais ça augmente votre risque de 7,3. Moi, c'est à kilo. C'est tout ce qu'il faut éviter. C'est tout ce qu'il faut vraiment éviter. Moi, si à kilo, c'est une accumulation de graisse et tout cela, d'accord, mais c'est dangereux. Voilà. Donc, il faut savoir ces trois là-bas, ces facteurs de risque. Toujours y jeter un coup d'œil pour ne pas prendre inutilement. Et d'ailleurs, d'une manière, c'est un risque. Docteur, là, nous avons une grande responsabilité, celle d'informer la population, puisque elle doit savoir, elle devrait savoir, mais pour le moment, elle ne sait pas grand-chose, pour la plupart. Surtout ces femmes ou
qui n'ont pas étudié, il faut leur expliquer. En fait, vous avez bien dit, les femmes qui n'ont pas étudié, parce qu'en fait, on a recherché quel est le déterminant de bonne connaissance. D'accord? Je dis bien que les femmes, on a fait des travaux et on a trouvé que le niveau de connaissance des femmes en matière de cancer, des cancers en général, du cancer du sein, le niveau, ce n'était que 22,3%. Ça signifie quoi? Que plus de 70% de femmes n'en savent pas grand-chose. Pas du tout. Et vous voyez là, hein? Et maintenant quand on va chez les professionnels, les prestataires de soins, il y en a aussi qui ignorent. Mais en tout cas, dois-je dire que le niveau de connaissance chez les prestataires est bien élevé, est adéquat. Même s'il y a un pourcentage, mais le niveau de prestataire de soins est adéquat. Mais ça oblige une formation continue hein, pour les prestataires de soins, voilà, médecins, infirmiers et tous les autres. Mais chez les femmes, quand vous êtes à 22,3% et le déterminant de bonne connaissance, c'était en fait le diplôme le plus élevé. Plus on avait un diplôme haut, un bon diplôme, plus on avait des connaissances. Donc nous devons nous mettre à sensibiliser, bien sûr, les médias, toute personne qui peut sensibiliser, même à l'oreille, même par des réseaux sociaux, mais alors qui ont une bonne information, il faut que nous puissions sensibiliser. Je suis heureux que M. Kibambi, depuis des années, vous m'invitez. Hein, donc, en fait, quel est l'objectif? C'est sensibiliser. Absolument. Ça soigne. C'est ça. Mon peuple meurt faute de connaissances. Donc, nous devons rehausser, nous devons permettre, faire de manière à ce que la jeune fille soit éduquée, qu'elle ait, en fait, un niveau adéquat. C'est par les études. Que les femmes soient, en fait, informées. Qu'elles aient un diplôme. Nous devons tout faire pour donner de la place à la jeune fille et à la femme d'avoir un niveau de connaissance. Parce que ça a été, en fait, le critère parmi les critères de connaissance adéquate. Oui, voilà. Docteur, dites-nous, oui. Si j'ai bien compris, Oui. Quand on dit aujourd'hui à une fille ou à un homme, vous avez le cancer, elle ne devrait pas se croire déjà au bord de la tombe. Non, mais ce qui m'a mis, je suis vivant. Oui, oui, il y a 25, 26 ans, plus de 26 ans en fait, non? Que j'ai sorti de mon cancer. Oui. Je suis vivant. Et ça, c'est en fait pour dire, et c'est important, parce que dans nos travaux, il y avait un problème. Ah, docteur, je ne veux même pas, cancer, non, je ne veux même pas savoir. Je ne veux pas, les femmes, les personnes... Et d'ailleurs, même les médecins ne disent pas. Ah oui, mais parce que même le médecin, parfois, quand le médecin veut donner le diagnostic, les malades ne veulent pas. Ils ne veulent même pas entendre du diagnostic, ne veulent pas. Et c'est pour ça que le cancer, entre-temps, évolue, et alors, en ce moment-là, on n'en guérit pas. On n'en guérit pas, mais on en guérit parce que on sait. Parce que dès le départ, dès qu'on a vu une petite boule, parce qu'on n'a même pas vu une boule dans le sein, mais on est allé voir le médecin, on va voir le médecin, et ça doit être comme ça, d'une manière annuelle, sinon biannuelle. Donc il faut s'y prendre à temps. Il faut s'y prendre à temps, et c'est pour ça que, en matière de cancer, par exemple le cancer du sein, dans d'autres pays, dans des pays occidentaux, peut-être que moins de la moitié en meurt. Vous comprenez bien? Parce qu'on s'y prend à temps. On a été éduqué, on a l'information, d'accord? Et on le découvre tôt. Maintenant que grâce à vous, on a le Centre national de lutte contre le cancer, on devrait moins s'effrayer, on devrait moins s'inquiéter. Oui. Vous parlez du Centre national de lutte contre le cancer. Quand nous avons eu ce cancer-là, que vous avez cité, une leucémie, la première chose a été de dire, ce n'est pas moi seulement qui devrait m'en sortir, les autres aussi. Et les médecins, les professeurs d'université, et les autres médecins, et les pharmaciens,
Et les infirmières. Et les infirmiers, d'accord? Et avec nous, oui, nous avons décidé de créer la Ligue nationale contre le cancer, dont j'étais d'ailleurs président pendant sur une 15 ans. Voilà, c'est ça. Donc, on a créé cela pour, je répète toujours, pour que les autres en soient épargnés, que les autres guérissent, que s'en sortent aussi. Et de cette Ligue nationale, la LINAC, on s'est mis à sensibiliser. On a été plusieurs fois dans plusieurs chaînes de télévision. Nous avons été parfois dans des écoles. Nous avons écrit, nous avons publié pour en fait sensibiliser la population. Et finalement, l'homme politique que je remercie depuis des années, oui, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas au budget national, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas un financement. Il est né en quelle année, ce centre? Mais il est né en 2021, d'accord, en novembre 2021, mais c'était un processus. Ce n'est pas tombé comme ça, il y avait déjà, au fur et à mesure, la Ligue, tout ça. Voilà, et donc les différentes autorités, et donc finalement, le Parlement, d'accord, il y a aujourd'hui, le cancer est aujourd'hui budgétisé, d'accord, dans la loi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a un centre national de lutte contre le cancer qui est budgétisé, donc à partir du Parlement, le gouvernement et en fait l'autorité suprême. Donc, aujourd'hui, où qu'on soit, ce programme national va faire du dépistage quand ça va être possible, va ensemble, bien sûr, avec toute la population, avec tout le monde qui a la connaissance, le dépistage. Mais je peux vous dire que déjà, le gouvernement va certainement l'annoncer, mais je peux au moins vous dire une chose, et qu'il y a même des médicaments déjà disponibles sur la plupart des cancers. Et ces médicaments, c'est le gouvernement, en fait, qui paye, qui les a payés, d'accord, pour, en fait, soigner les malades. Mais pourvu que ça puisse continuer, parce que nous connaissons notre pays. Mais nous ne devons pas, regarde, nous connaissons le pays, mais le pays, nous devons le voir autrement. Avec chacun doit, en fait, croire à ce Congo. Doit croire à ce Congo, qu'il va être meilleur, qu'il va être bon. Si nous tous, nous nous y mettons notre intelligence et nos muscles, notre énergie que nous avons, le Congo, je pense, j'y crois, hein, que le Congo pourra être l'un des pays dans lesquels il faut vivre. Et bien vivre. Et même, pas simplement les médicaments. Aujourd'hui, le Centre national de lutte contre le cancer, avec bien sûr tout ce que je venais de dire, même la radiothérapie, hein, on a commencé à soigner sans que le malade paye. Quand on dit c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Peut-être la chirurgie aussi. Donc on y va, on avance. C'est un processus. Et ça s'améliore dans la lutte contre... ça s'améliore. Docteur, voilà. Oui. Vous êtes professionnel de votre métier, oui, et moi professionnel du mien. Oui. Je sais que des longues interviews, oui, ont fini par se fatiguer. Je vais vous donner, oui, la parole pour que vous puissiez dire un dernier mot. Peut-être au sujet de votre thèse ou une conclusion, un espoir qui pointe déjà à l'horizon si on devait suivre ce que vous venez de dire. Moi, ce que je dois dire, M. Kibambi, d'abord merci de m'avoir invité, c'est de dire que nous devons en fait garder un espoir. Mais il faut alors en ce moment-là que nous puissions agir. La première chose, c'est les facteurs, sur les facteurs de risque. Savoir éviter, parce que la meilleure guérison, c'est de ne pas avoir la maladie, de ne pas avoir le cancer. Donc, c'est d'abord soit même éviter tout ce qui est évitable. Il faut éviter. La deuxième chose, c'est que quand il y a quelque chose, et même avant que vous ne remarquiez qu'il y a quelque chose, il faut, surtout avant que vous n'ayez remarqué, vous avez plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, d'accord? Il faut, à plus de 30 ans d'ailleurs encore, mais ça peut être tard, donc commencez tôt. Allez voir le médecin pour que le médecin regarde un peu dans vos seins s'il n'y a pas quelque chose. Évitez, donc il y a les facteurs, il faut
savoir, vous intéresser sur le cancer, sur ses facteurs de risque, n'est-ce pas? Ne pas prendre trop de poids. Sur la nécessité d'un diagnostic précoce, parce qu'on en guérit. On peut guérir, pas prendre trop de poids, pas dépasser le poids. Non, c'est un facteur de risque. C'est en fait cela. Donc nous devons garder un espoir et j'y crois réellement. Moi, je suis vivant. Nous continuons à nous battre. Nous continuerons à nous battre. Qui va me dire, vous continuerez à vous battre, à sensibiliser les gens, d'accord, les personnes, les femmes, et c'est très bien. Et nous remercions bien sûr toute la communauté scientifique qui a été mêlée à ces recherches, tout le monde qui a été mêlé, et nous remercions l'oreille attentive aussi bien du Parlement, du gouvernement et des chefs suprêmes, n'est-ce pas, dans la lutte contre le cancer. Et j'y crois. Oui, dernier mot. Mais quand, par exemple, on dit qu'il est difficile de faire le dépistage du cancer du col, qui est le deuxième cancer, si j'ai bien compris, ça devient un problème. Non, non, M. Kibambi. Est-ce que nous croyons au Congo ou nous n'y croyons pas? Ben, c'est tout simplement. Est-ce que nous avons en nous le meilleur avenir comme objectif du Congo dans nos têtes ou pas? C'est notre implication. Mais moi je parle d'aujourd'hui. Oui, le cancer du col. Je dis bien, le CNLC, le Centre national de lutte contre le cancer, vient en fait de voir le jour. Le dépistage du cancer du col, d'ailleurs qui est en train de se réduire grâce à toute l'attention, grâce à tout ce qu'il y a eu comme sida, que les gens se protègent avec les préservatifs, etc. Donc, la vie sexuelle responsable, n'est-ce pas? Tout cela, on voit qu'il y a une baisse. Donc, nos comportements peuvent réellement servir à endiguer certains maux, même si ce n'est pas à 100%. Mais nous pouvons réduire les maux qui rongent notre population. Oui, en disant, par exemple, que le cancer du col de l'utérus, c'est en fait l'homme qui le donne à la femme par des rapports sexuels notamment. Bien sûr, bon, c'est un problème. C'est en fait l'homme qui donne, enfin, ce qui va bien. C'est le problème de l'œuf et la poule. D'accord? C'est le problème de l'œuf et la poule. Mais en fait, le cancer du col vient d'une infection, d'accord, transmissible. Le papillomavirus qu'on voit. Vous comprenez bien? Donc, c'est ça. C'est une transmission, d'accord? L'un, c'est la femme qui l'a, va le transmettre à l'homme. Et il y a des pays où il y a vraiment le cancer des organes sexuels masculins du fait de ce virus. Donc, c'est ça. C'est une transmission. Si on évite déjà le papillomavirus, n'est-ce pas, on réduit le risque de cancer du col, qui est d'ailleurs dont le dépistage n'est pas compliqué. Et voilà ce que je peux dire. Et qui sera organisé pour tous. Mais chacun peut déjà se faire dépister chez son médecin. Ah bon? Voilà. Ah oui, bien sûr. Très bien. Toujours pas attendre que l'autre fasse, mais vous-même faites-le. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec le docteur Soulou, vous savez, on peut y passer toute la nuit. Il parle beaucoup et il parle bien, heureusement. Docteur, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Déjà samedi, c'était la grande fête. Je vous ai invité, vous êtes venu. Vous êtes vraiment au service de votre prochain. Dieu vous l'a déjà rendu, pas encore au centuple. Il vous le rendra sûrement au centuple. Parce qu'en vous donnant une seconde vie, c'est une pluie de bénédictions qui vous a. Ouais. Merci, docteur. Longue vie. Merci, M. Kibambi. Merci. Merci à Numérica. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est terminée. Voilà une façon de chasser la pauvreté. Je ne le répéterai pas. Quand le docteur créait son hôtel, ils étaient combien les acteurs du développement? Quand il créait un autre hôtel qui est sorti de terre, qui bientôt sera... Eh bien, imitons l'hôpital, j'en ai parlé. Eh bien, aidons ces gens, ces personnes qui veulent créer de la richesse au pays.
C'est en ayant plusieurs Soulous, chacun dans son domaine, et des milliardaires, que ce pays sera sauvé. Ne découragez pas les bonnes consciences. Merci d'avoir suivi ce numéro. Chassons la pauvreté. Et à la prochaine. Merci, docteur, encore une fois.